Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour lire la suite des Enfants de la Louve. Donc c'est le deuxième opus et il se nomme Le secret des hommes bisons. J'espère que vous allez aimer. Installez-vous confortablement et c'est parti. Prologue. Sable renifla à nouveau l'odeur du morceau de cuir que sa jeune maîtresse leur avait fait sentir, à elle et à ses petits, Patou et Miel. Erel avait trouvé un lambeau déchiré par les épines d'un buisson. Il y était resté accroché, au détour d'un méandre du torrent qui dévalait une vallée boisée, creusée dans l'immense étendue nue de la toundra. La louve l'avait humé plusieurs fois, et ses puissantes narines avaient transmis toutes les informations sur l'odeur du fugitif à son cerveau entraîné maintes fois à cet exercice. Depuis qu'elle vivait avec eux, Sable s'était habitué à ses jeux avec les enfants des hommes. Ils étaient toujours plus compliqués, pour le plus grand plaisir des loups qui ne se décourageaient jamais. Si l'odorat de la louve lui permettait de suivre avec aisance une piste en terrain sec, cette piste-là se compliquait de multiples entrées et sorties dans le torrent. Sable huma longuement l'air chargé de toutes les senteurs de l'été. Arbres, plantes, baies, animaux, une vraie symphonie d'odeurs, d'où cependant une seule note résonnait, celle de sa proie. Mais cette fois-ci, il ne s'agissait ni d'un renne, ni d'un bison, et encore moins d'un mammouth. Pour la première fois depuis qu'elle avait rejoint volontairement la horde des chasseurs, l'odeur qu'elle pistait lui était étrangement familière. C'était celle de l'homme. Chapitre 1. Agile avançait dans l'eau claire d'un bassin naturel. Il venait de se laisser glisser dans un défilé au fond duquel le torrent roulait entre deux parois de granit. C'était risqué, mais il n'avait pas le choix. Il connaissait la loi de la toundra et savait ne devoir attendre aucune clémence de ses poursuivants. Le calme du plan d'eau lui offrit un instant de répit. Les ai-je semés, se demanda-t-il. Il cessa de nager et se laissa un temps dériver sur le dos avant d'arriver à l'extrémité de la piscine naturelle. Le rugissement du torrent, furieux d'être dérangé dans sa course vers le fleuve, le saisit lorsqu'il releva la tête pour écouter. Le courant se faisait plus fort et le bassin finissait en entonnoir en direction de la pente. Le garçon jugea plus prudent de sortir de l'eau en s'agrippant à la roche. Il se hissa sur le côté où le courant était plus faible. D'un bond, il fut sur pied. Ses yeux plongèrent dans l'abîme. Au sortir de cet entonnoir où la force de l'eau avait creusé le granit pour s'échapper vers l'aval, la vasque accouchait d'une cascade haute comme 3 mammouths. Il s'approcha. À travers le brouillard opaque que formait l'eau de la chute, il distingua un autre bassin. Il s'assit et tenta de rassembler ses esprits, se remémorant soudain ce qui l'avait amené à se retrouver dans cette situation. Agile revit la horde des hommes bisons, son peuple puis sa famille et son père cheval fou, leur chef respecté. Dans l'immense toundra, une étendue infinie presque sans arbres qui s'étendait entre le grand glacier au nord et la grande forêt de conifères au sud, sa horde vivait de chasse, de pêche et de cueillette. L'hiver, ils s'abritaient sous la voûte immense de leur grotte avec des provisions de viande fumée, de racines et de bois pour se chauffer. Mais l'été, seuls les vieux et les malades y restaient. Lors de cette trop courte belle saison, toutes les familles suivaient les déplacements des troupeaux d'animaux sauvages qui constituaient leur gibier ordinaire. Rennes, antilopes, cerfs à grandes cornes et parfois mammouths et rhinocéros laineux. Agile adorait l'été, parsemé d'aventures, de combats contre Longue-Dent, le redoutable tigre et de rencontres avec des chasseurs d'autres hordes. Lorsque ces derniers n'étaient pas hostiles, ils échangeaient des armes en silex et des peaux. Des alliances se nouaient et des mariages se contractaient. Mais si une querelle de territoire surgissait, surtout en cas de mauvaise chasse, les conflits éclataient et dégénéraient souvent en affrontements, parfois sanglants.
C'est lors d'une de ces rencontres, amicales celle-ci, que tout avait commencé. La horde d'Agile, en déplacement d'été, avait croisé un groupe de chasseurs conduits par un chef dont le nom était Bison. Pour les hommes bisons, porter le nom de leur animal sacré était un signe favorable. En l'absence de tout geste hostile, Cheval Fou avait invité ses chasseurs, selon la coutume de la toundra, à un repas de l'amitié. Le grand glacier Progress avait expliqué le père d'Agile aux chasseurs avec lesquels lui et ses hommes partageaient un cuisseau d'antilope. Les hardes de rennes doivent à présent faire un détour pour le contourner, et cela rend la chasse plus difficile. Nous devons donc nous approcher de votre territoire. Oui, c'est la première fois que nous voyons des chasseurs s'aventurer si loin vers le couchant, renchérit Bison. Nous avons vu votre feu juste à côté du cairn qui limite notre territoire et avons décidé de venir à votre rencontre. Ne te méprends pas, avait cru bon de préciser Cheval Fou. Nous n'aurions pas été jusqu'à empiéter sur votre territoire. Nous respectons les pierres sacrées. Paix sur toi et tes hommes, Cheval Fou. Nous venons en amis. Nous ne l'avons jamais supposé. Nous sommes la horde de la louve. Et Bison siffla. À cet instant surgit d'un bosquet d'aulnes comme dans un rêve, en un mouvement d'encerclement synchronisé, deux loups de belle taille vers l'encadré, comme s'il était un chef de meute. Voici Patou et Sable, sa mère protectrice de notre horde. Agile avait vu son père, impressionné autant par ce prodige que par la personnalité de Bison, jauger la force de ses chasseurs, vérifier la qualité de leurs armes, estimer leur nombre. On ne savait jamais. Mais ensuite, Cheval Fou avait jeté un œil admiratif au bâton de commandement en ivoire de mammouth que Bison avait sorti de sa besace pour tracer les contours du glacier sur le sable. Une gravure s'enroulait sur toute la surface arrondie du bâton, comme un serpent autour d'un lemming. Elle représentait un mammouth transpercé d'épieux. Cette scène évoquait sans doute la chasse victorieuse qui avait procuré l'ivoire au chef pour sculpter le bâton, attribut de son pouvoir. L'initiation d'Agile devait avoir lieu le lendemain. Dans la lueur des yeux de son père, il avait vu quelle serait sa tâche pour mériter un nouveau nom, celui qu'il porterait durant sa vie d'adulte. Et il allait tout faire pour qu'il soit prestigieux, au moins autant que celui de son père. Agile se remit debout et hésita un long moment à sauter, cherchant une autre issue en vain. Il était coincé face au vide. Il se ressaisit, transi par l'eau glacée, se recroquevillant sur lui-même. D'autres images lui revenaient. Une fois les étrangers et leurs loups engloutis par l'horizon, le conseil des chasseurs de la horde des hommes bisons avait convoqué Agile sous une tente plus grande que les autres. Son père lui avait confirmé qu'elle serait son épreuve de passage au statut d'homme. Il devrait voler le bâton d'ivoire et le lui rapporter, sans se faire prendre. Le vol entre hordes, même en paix, était courant. L'exploit qui consistait à s'emparer d'un objet sans se faire repérer suscitait d'ailleurs davantage d'admiration que de désir de vengeance. Agile avait sympathisé avec les loups et s'était assuré qu'ils ne lui feraient aucun mal. Précaution inutile, car les loups étaient partis devant, comme s'ils avaient hâte de rentrer à leur campement. Maintenant, assis sur son rocher, Agile comprenait pourquoi. Il avait suivi Bison et ses chasseurs à prudente distance seuls jusqu'à leur campement. D'un escarpement, en prenant garde de se placer sous le vent, il avait observé le va-et-vient de la horde pendant tout un jour avant de repérer l'emplacement de la tente du chef. Il avait observé les loups, tout absorbés à s'entraîner avec deux enfants, un garçon et une fille, qui semblaient les commander. Il avait également aperçu d'autres loups affaiblis rôder autour du campement en quête de reste. Les loups que dirigeaient les enfants se chargeaient de les éloigner, et une bonne pierre sur la truffe, tirée adroitement par la fillette, suffisait en général à les faire déguerpir. Un bref hurlement le tira de ses souvenirs. Inquiet, Agile tourna la tête et balaya du regard les parois rocheuses qui enserraient le torrent. Soudain, il distingua une silhouette, puis une autre qui se découpait dans la lumière en surplomb.
se décider. Serrant bien contre lui sa prise dans un étui de cuir passé en bandoulière, il sauta. La chute lui procura un immense soulagement. Il avait osé. L'impact fut violent, mais il avait bien visé, et ses pieds joints fendirent la surface du bassin comme une sagaie transperce une oie en plein vol. L'eau l'engloutit. Il poussa des deux pieds sur le fond pour remonter à la surface. Essoufflé et apeuré, il dériva vers le bord de la vasque et se hissa sur le granit poli qui en marquait les contours. Il rit doucement, content de ce saut audacieux. Achille se laissa bercer par le bruit de la cascade, dos contre la pierre nue que réchauffait le soleil. Il se tâta le ventre, la prise était bien là. Et soudain, un grognement sonore le tira de sa torpeur. Chapitre 2. Tu as vu ça, petit nez? Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qu'on fait? Hérel ne répondit pas tout de suite. La pente était raide et il semblait impossible de rejoindre le garçon, tant le saut qu'ils venaient de faire paraissait hors de leur portée. Ils avaient appris à connaître la traîtrise des rochers, tapis en embuscade au fond de l'eau et sur lesquels le plongeur imprudent se fracasse sans rien y voir. Un mauvais saut les tuerait. Regarde, il se permet même de nous narguer, répondit-elle enfin sans réprimer un sourire d'admiration. Il peut bien, commenta son cousin. D'ici qu'on ait trouvé un passage pour le rejoindre, il aura disparu. Hérel scruta la silhouette qui dérivait lentement au fil de l'eau. Il a perdu ses saguets et son propulseur. Sans armes, il a intérêt à se dépêcher de rejoindre les siens. Comme pour faire écho aux paroles de la jeune fille, un grognement déchira la toundra. Puis un grand corps brun surgit du sous-bois et au bord du bassin se dressa sur ses pattes arrière. Les loups qui accompagnaient les deux enfants dressèrent l'oreille et regardèrent leur jeune maîtresse, prêts à l'action. Hérel désigna la paroi rocheuse, puis la vasque, et elle lança une sagaie dans le vide. « Allez chercher !» À cet ordre, choisissant les passages les plus sûrs, les loups se ruèrent vers l'aval. C'est à qui retrouverait la sagaie le premier. Un jeu auquel ils étaient bien entraînés et qui leur procurait toujours la même joie. Puis, avant que Petit Nez ait pu protester, Hérel dégaina son propulseur de sa ceinture et prit fermement ses saguets en main. Le grand ours mâle se dressait devant Achille. Au moment où il allait se jeter sur lui et refermer ses énormes pattes dans une étreinte mortelle qui l'étoufferait en moins de temps qu'un battement d'ailes de mouche, un plouf et une gerbe d'eau détournèrent son attention. « Viens, suis-moi » entendit-il prononcer par la bouche qui émergeait enfin du plan d'eau, après d'interminables secondes où le temps semblait suspendu. Le garçon plongea vers Hérel sans se faire prier, et tous deux nagèrent vers une petite vire en saillie. Ils se hissèrent sur la rive, tandis que debout sur le bord opposé du bassin, l'ours s'apprêtait à plonger à son tour. Mais des hurlements salvateurs se déchaînèrent, et soudain l'énorme bête se retrouva encerclée par 3 loups. Hérel arma son propulseur et se tint prête, tout en les encourageant. « Sable, patou, miel, allez, virez-moi cet ours !» La grosse bête s'épuisait en 20 coups de patte et de dents que les loups esquivaient. Finalement, elle abandonna la partie et s'enfuit, penaude dans la forêt. Retour à lui maintenant. Du doigt, Hérel désigna le garçon aux loups, qui firent un mouvement pour cerner le bassin. Puis ses yeux vifs croisèrent le regard d'Achille. Il comprit la situation. Hérel tendit simplement la main. Le garçon y déposa le bâton d'ivoire après l'avoir extrait du fourreau de cuir lacé sous sa tunique de peau, en gratifiant la jeune fille d'un regard dans lequel perçait une lueur de défi. Assis autour du feu, sous la voûte profonde de l'entrée d'une grotte, les 3 enfants faisaient griller les poissons pêchés au harpon dans l'après-midi. Les chevilles attachées et reliées au cou de sable à l'aide d'un lacet de cuir, Achille poursuivit le récit qu'il avait commencé sans se faire prier, dès qu'Hérel et Petit Nez l'avaient interrogé. C'est à ce moment que mon père décida de mon épreuve d'initiation, m'emparer du magnifique bâton de commandement de ton père, sculpté dans le plus pur ivoire de mammouth qu'on ait vu de mémoire de chasseur.
suite, vous la connaissez. Au début, les enfants avaient eu un peu de peine à communiquer. Heureusement, la langue de la horde de la louve était proche de celle que parlait Agile, et seuls certains mots se prononçaient différemment. Néanmoins, les enfants s'adaptèrent vite, car dans la toundra, on est obligé d'avoir l'esprit ouvert aux différences si l'on veut survivre. Ils avaient d'ailleurs complété les lacunes du langage parlé par celui des signes. Ce langage codé permettait ainsi aux hordes les plus éloignées par la langue de communiquer sur l'essentiel. Tout en avalant une bouchée, Agile fit une pause. Il n'était guère intimidé par son statut de prisonnier et se montrait même très sûr de lui, soulagé que ses poursuivants ne fussent que des enfants. Bon, il y avait les loups, et il ne lui faudrait pas faire le malin, car ils obéissaient à leur jeune maître. Toutefois, le premier contact avait été excellent, et il semblait ne l'avoir traqué que par jeu. Et surtout, il l'avait sauvé des griffes de l'ours. Mais il l'avait empêché d'accomplir tranquillement son vol. Sans vous, dit-il en s'adressant au loup, je serais accueilli comme un héros par ma horde. J'aurais déjà reçu mon nom d'adulte, intrépide peut-être. Dans la plupart des hordes, chacun avait successivement deux noms. Le nom définitif était donné par l'homme ou la femme sage de la tribu, suivant la réussite de l'épreuve d'initiation. L'habileté ou le courage déployé par celui qui la passait y était déterminant, tout comme la vision que l'homme ou la femme sage pouvait ramener d'un voyage de son esprit dans le monde invisible. Ses yeux s'allumèrent avant de s'éteindre lorsque son regard croisa celui de Sable, qui le surveillait attentive au moindre de ses mouvements. Agile sentit qu'elle n'attendait qu'un ordre. Il préféra ne pas y penser. Au lieu de quoi, je risque bien de m'appeler pour le restant de mes jours quelque chose comme perdant. Erel sourit en lui tendant un poisson grillé. Le garçon était un voleur, certes, mais il lui était sympathique et elle sentait qu'il n'était pas méchant. Et puis c'était la première fois qu'elle côtoyait un garçon de son âge, à part Petit-Nez, car dans sa horde, les enfants de leur génération étaient tous morts d'épidémie lorsqu'ils étaient petits. Tu as presque réussi, et avec ton saut dans le torrent, tu t'es montré intrépide, mais tu n'avais aucune chance, tu es tombé sur nous, se vanta-t-elle à moitié sérieuse. Sur vos loups, surtout, rétorqua le garçon, en les regardant de l'air de celui qui n'en revient toujours pas. D'accord, ce sont nos loups qui m'ont réveillé. Tu as été très fort, mais ils t'ont repéré. Heureusement pour toi, ils n'agissent jamais sans ordre. Sinon... Agile, pensant au croc de sable, acquiesça d'un signe de tête, sans se départir d'un sourire complice. Je t'ai vu sortir du campement et j'ai réveillé Petit-Nez, poursuivit Erel. Nous aussi, nous aurons notre initiation, et nous voulons un nom d'adulte à notre mesure, alors on s'entraîne. Les épreuves d'initiation étaient très diverses. Cela allait de la pêche d'un maximum de truites avec les mains, comme le font les ours, à la capture d'un aiglon dans son nid, jugé en haut d'un gros rocher dans la montagne, sans être déchiqueté par les airs de sa mère, en passant par la chasse solitaire d'un animal, comme pour le père d'Erel, bison. Et la taille parfaite d'un outil de pierre très compliqué avait valu le nom de silex au père de Petit-Nez. Erel reprit. Avec les loups, sans bruit dans l'obscurité, nous t'avons tendu un piège au torrent, et après une longue poursuite vers l'aval, tu as sauté. Non, ce n'était pas intrépide, c'était fou. Agile partit dans un rire sonore et s'adressa à Erel. Ah, parce que toi, tu n'as pas sauté. Elle ne répondit pas, mais fière de son courage, elle lui lança un regard entendu. Il cessa de rire et ses yeux dans les siens finit par lâcher. Je sais, c'était pour me sauver des griffes de l'ours, merci. Si tu veux me remercier, dis-moi pourquoi tu as dépouillé notre horde, enchaîna Erel d'un ton sévère, comme si elle se souvenait brusquement qu'Agile n'était pas un ami, mais un voleur qui devrait payer son audace une fois remis à son père. Oui, pourquoi trahir la loi de la toundra, appuya Petit-Nez, qui adorait emprunter la formule préférée de sa cousine. Le glacier envahit notre territoire d'année en année, et les hardes de Rennes s'en détournent. Même le bison, l'animal protecteur de notre horde, s'éloigne de nous. Pour être sûr de bien s'être fait comprendre, il mit
ses oreilles et répéta: Bison. Il poursuivit: Nous avons faim et les plus faibles tombent malades. Nous avions besoin du bâton d'un chef pour retrouver nos forces. RL sourit de tant de naïveté et sa rancune retomba aussi vite qu'elle avait surgi. Jaloux de l'intérêt que portait sa cousine à ce voleur, Petit Nez le rudoya. Mon père dit toujours qu'expliquer n'est pas excuser. C'est trop facile de faire la victime pour justifier ton larcin. Ce n'est pas parce que ta horde est dans la bouse de mammouth qu'il faut s'en prendre à une autre horde qui vous a accueilli. Non, pour moi, tu restes un voleur, et un voleur dans la toundra. Il ne termina pas sa phrase, transpercé par le regard réprobateur d'Erel. Bon, d'accord, je vais me coucher. Petit Nez s'enroula dans une peau de renne en leur tournant ostensiblement le dos. Bientôt, tous trois dormaient près du feu, sous la voûte d'un grand rocher. Voilà, nous allons nous arrêter ici. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, je suis très contente de lire cette suite dans le deuxième livre. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, un commentaire ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien et à très vite.